bases et les fondations. On va parler peut-être du sommeil en général, le sommeil du bébé. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le sommeil c'est si important? Alors le sommeil, c'est très important parce que finalement, comme l'alimentation, c'est ce qui va permettre pour toute personne, un bébé, enfant, adulte, un bon développement physique, mais aussi psychique. Et on sait maintenant, il y a de nombreuses études qui ont prouvé qu'un manque de sommeil chronique, régulier, important, va pouvoir impacter après, alors pour l'apparition de certaines maladies, par exemple, pour les adultes, on sait qu'il va y avoir des facteurs par rapport au diabète, par rapport à l'obésité, par exemple. Ça diminue aussi les défenses immunitaires d'être en manque de sommeil. Et puis, bah, on a tous les troubles du comportement associés qu'on connaît nous très bien aussi, juste avec des petits manques de sommeil, c'est-à-dire le manque de concentration, l'irritabilité, toutes ces irritations, agitations qu'il peut y avoir quand on est fatigué. C'est-à-dire qu'on part plus au quart de tour et on se concentre moins. Et donc, bah, le manque de sommeil du parent va devenir un peu chronique avec l'arrivée dans sa vie d'un bébé. Et on le sait, on l'anticipe, mais après, c'est toujours très différent quand on le vit. Et suivant les parents, ça se vit sur du plus ou moins long terme. Et finalement, un manque de sommeil, ça peut devenir une espèce De torture. de torture en fait. Voilà. Vraiment une torture, ça peut créer plus de conflits dans le couple parce qu'on n'est pas patient, avec ses enfants aussi. Ça favorise après le burn-out parental, enfin, ça peut favoriser tout ce qui est dépression du postpartum parce qu'on n'arrive plus à récupérer. On n'arrive plus à se reposer, à récupérer. Ouais, Donc les conséquences peuvent être importantes. c'est ça, donc c'est important de connaître le fonctionnement du sommeil pour pouvoir après mieux adapter éventuellement les prises en charge de ces enfants quand on peut faire des petits changements. Voilà, D'accord, accompagner. oui. Ouais, ouais. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer s'il y a des normes de sommeil? On dit toujours, souvent chez les adultes, il y a des gros dormeurs, des petits dormeurs. Est-ce que c'est pareil chez les bébés? Est-ce qu'il y a des normes Ouais. pour les enfants? Alors c'est super important de parler de ça parce qu'effectivement, comme il y a des petits mangeurs, des grands mangeurs, comme dans les courbes de croissance du carnet de santé, on a la moyenne, mais on a toujours ceux du dessus, ceux du Mhm. dessous. Et bah, dans le sommeil, c'est pareil. D'ailleurs, on le voit bien nous adultes, il y a des petits dormeurs, il y a des grands dormeurs, il y a ceux du matin, il y a ceux du soir. On n'a pas tout à fait le même rythme. Donc on va voir après comment se construit le sommeil et il y a quand même une base commune. Mais après, on n'a pas tous besoin de la même quantité de sommeil pour être en forme. Et ce qui va être le plus important, c'est d'individualiser, comme d'habitude, la prise en charge et de s'adapter à chacun. Parce que c'est un peu perturbant pour certains parents. On leur a dit, un bébé, ça dort tout le temps. Et en fait, le leur, il dort pas tout Et le temps. Et donc, du coup, ça crée inversement des gros stress de se dire, bah mince, s'il dort pas, il va se créer une dette de sommeil, il va pas bien se développer, voilà. Donc effectivement, ça peut avoir un impact, mais sur des manques de sommeil quand même chroniques c'est ça. et qui perdurent, quoi. Donc effectivement, on a des petits et des gros dormeurs. Comme pour tout ce qui est référence dans les développements et tout, on n'aime pas donner des dates précises. Donc là, en fait, on va donner des fourchettes D'accord. d'horaires. Donc pour avoir un... Moi, je trouve ça intéressant, j'ai un tableau de temps de sommeil par âge. Et ce que je trouve génial, en fait, c'est que quand on regarde la fourchette, c'est très très large. Donc on trouve forcément son bébé dans cette fourchette-là. Par exemple, entre 0 et 3 mois, ce qui est recommandé, c'est à peu près entre 14 et 17 heures de sommeil par jour, par 24 heures. Par 24 heures. Voilà. Mais les gros dormeurs, ils iront jusqu'à 18-19 par jour. Et les petits dormeurs, bah, ils seront peut-être sur du 11-13 heures par jour et ça leur suffira. C'est quelque chose qui est possible. C'est pas ce qui est recommandé, mais ce qui est possible. Donc finalement, quand on regarde du plus petit au plus grand, on passe de 11 à 19 heures. Ouais, c'est énorme. Donc c'est quand même énorme comme différence. Entre 4 et 11 mois, suivant le même principe, on est sur du 10-11 au minimum, ce qui est possible. On est sur du 16-18 au maximum. Et la moyenne, c'est 12 à 15 heures par 24 heures. De 1 à 2 ans, on passe à 11 à 14 heures en moyenne, avec les petits dormeurs qui sont à 9-10 et les gros qui sont à 15-16. Et vers 3-5 ans, on est plus à 10-13 heures de sommeil par 24 heures, avec les petits dormeurs à 8-9 et les gros à 14. Sachant qu'à 3-5 ans, il reste une sieste, mais pas toujours, c'est l'entrée à l'école. Ouais, c'est Voilà. ça. Donc on est plus C'est sur presque du temps de nuit. temps de nuit. Donc finalement, le 14 heures, c'est ceux qui font encore la sieste, par exemple. C'est ça. Donc voilà. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça montre bien la grosse différence qu'il peut y avoir entre deux bébés. Et ça va pas être. Alors c'est un élément important à regarder, mais c'est pas que cet élément-là, c'est pas que la durée du sommeil qui va être importante pour évaluer la qualité du sommeil. Voilà. C'est ça. D'accord.
Donc là, on a parlé du temps de sommeil, en effet, par âge. Tu parlais de la construction du sommeil. Alors, comment ça se construit, ça, le sommeil, justement? Parce que là, tu me dis ça, mais c'est Alors, vrai que pour nous, c'est pas, enfin, en tout cas, moi, c'est pas très parlant. Ça paraît donc tellement, on en fait, va... finalement, naturel. Oui. Et pourtant. Et pourtant, hein. Alors, en fait, on va revoir comment ça s'installe au moment de la grossesse chez le bébé par rapport à certains termes. Donc, c'est pareil, hein, c'est à peu près en gros, aux alentours de 20 semaines d'aménorrhée, on va avoir la maturation de l'horloge biologique interne qui va commencer à donner un peu un rythme Un rythme. de vie. Voilà. Vers 22 semaines, le bébé va plus commencer à alterner des périodes d'agitation et des périodes un peu plus d'immobilité. On va le sentir un peu plus tard, vers 27 semaines, où le bébé a vraiment des périodes où il bouge, où il est hyper agité, et généralement c'est quand nous on se pose, donc vers C'est 21h vrai. minuit, et inversement le matin vers 9-12 heures on le sent beaucoup moins, et c'est là où il est beaucoup plus calme. Donc là, déjà, on sent des périodes d'activité différentes pendant la grossesse. Euh, Juste un petit peu avant les 27 semaines, à 26 semaines, l'horloge biologique est devenue un petit peu plus fonctionnelle. Et donc, du coup, c'est ce qui commence à caler le bébé sur un rythme de 24 heures, 25 heures même, on dit des fois. C'est le D'accord. rythme du fœtus. Et puis, au fur et à mesure qu'il va maturer, les phases vraiment de repos et d'activité vont être plus marquées, vont plus s'alterner de façon régulière. Ce qui fait qu'un bébé prématuré qui est né à 33 semaines, par exemple, enfin à 33 semaines, un bébé prématuré, il a bien les deux périodes bien définies de temps de sommeil calme et de sommeil agité. Agité. Voilà, on a bien ces deux périodes-là. Et puis, vers 35-36 semaines, on garde ces deux périodes-là, mais pendant la période de sommeil agité, on va retrouver des mouvements des yeux, on va retrouver des mouvements du corps en plus. Voilà. Mais on reviendra sur les différents types de sommeil du bébé préma après. Ce qui est sûr, c'est que c'est une grosse partie de sommeil agité. On va voir que le nouveau-né a beaucoup de sommeil agité, et c'est important de le savoir. Et le préma a encore plus de sommeil agité. Ça veut dire que vers la naissance, on arrive à un temps de sommeil agité, je crois, encore de 50 à 60%. Donc avant, c'est vraiment très prédominant de sommeil agité de bébé qui bouge. Alors comment ça marche concrètement? Vous avez peut-être déjà vu des petits trains pour représenter le sommeil, parce qu'on appelle ça le train du sommeil. Donc généralement, pour présenter le sommeil, on va parler de l'endormissement. L'endormissement, il est présenté avec une locomotive. Et derrière la locomotive, on va avoir plusieurs wagons. Hop, j'ai pas assez de place sur mon écran. Je vais essayer de les poser pour que ce soit plus facile. Donc on a plusieurs wagons accrochés à la locomotive. Et les wagons, ils vont représenter différents moments du sommeil, différents types de sommeil. Voilà, donc ça, voilà, si je recule ça. C'est bon. Ouais. Donc voilà, donc ça va être ce qu'on appelle l'endormissement. Et quand le bébé il vient de naître, en fait, on a deux types de sommeil. On va avoir le sommeil agité et le sommeil lent, le sommeil qu'on appelle calme en fait, agité et calme. Et on a toujours cette période d'endormissement. Et là, on va parler des différents moments du sommeil. Et on va voir qu'en fait, ce qui change, c'est le nombre de wagons qu'il va y avoir derrière, des fois leur disposition, et la durée que fait tout ce wagon, enfin tout ce train-là. Parce que le sommeil, en fait, c'est un train. Un train, ça correspond à un cycle. Et après, c'est plusieurs cycles qui vont s'enchaîner. Qui s'enchaînent, d'accord. Voilà. Donc, nous, adultes, en gros, on a des cycles qui durent à peu près 120 minutes. Et toutes les 120 minutes, on a un micro-réveil. Et hop, on a un nouveau cycle qui commence. Voilà. C'est pareil pour les bébés, sauf que la durée du cycle va changer et que la construction du sommeil va changer également. Voilà. Donc, pour commencer, nous avons donc l'endormissement, qui est toujours présent, puisque c'est le moment où on lâche, quoi, où on commence à avoir des signes de fatigue, donc on commence à s'endormir après. Et donc, on va voir le sommeil agité et derrière, le sommeil calme. Ces cycles-là, ils font à peu près 45 à 50 minutes. C'est pareil, c'est une moyenne. Il y a des enfants qui vont avoir un cycle qui dure 30 minutes, il y en a d'autres qui vont avoir un cycle qui dure 50. Et ça pour tous les bébés, les nouveau-nés ou Ouais, alors on est sur les nouveau-nés là. Je parle de nouveau-nés. sommeil de façon générale. On est sur les nouveau-nés. Parce qu'on verra après, les prémas c'est un petit peu différent. Mais un nouveau-né, en gros, il a des périodes de sommeil qui sont voilà, entre 45 et 50 minutes. Ensuite, il y a un micro-réveil. Lors de ce micro-réveil, soit tout va bien et le bébé recommence un nouveau cycle, soit lors du micro-réveil, il se dit tiens, j'ai la couche qui est pleine, ça va pas.
ah bah tiens, finalement j'ai faim, il se met à pleurer et ça coupe le sommeil. Donc en gros, une sieste chez un bébé qui va dormir par exemple 2h30, et ben c'est un bébé, si c'est des cycles de 30 minutes, il va avoir enchaîné 5 cycles avant de vraiment se réveiller. Voilà, d'où l'importance, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est que le sommeil, l'endormissement, il est dans un sommeil après qui est agité. Donc ces bébés, entre 0 et 2 mois, ils peuvent s'endormir en pleurant. Ils peuvent s'endormir en étant énervés et puis d'un coup, pouf, ils s'endorment. Voilà. Parce qu'ils s'endorment enfin, il y a l'endormissement et tout de suite on est sur du sommeil agité. Ça peut expliquer tous ces bébés qui s'endorment après dans les bras. Ouais, dans les bras, on les berce un peu. Et... Voilà, c'est un peu du on-off. Comme le cycle il est très court, puisque ça fait 45-50 minutes, et ben, il y a quand même beaucoup plus de chances d'avoir des micro-réveils. Comment dire ? Quand un cycle dure 70 minutes, si on en enchaîne plusieurs, par exemple, si tu as 1h30 de sommeil, j'arrive pas à trouver le bon exemple. En fait, c'est plusieurs trains qui se succèdent et entre chaque, il y a des micro-réveils. Si le bébé n'enchaîne pas les micro-réveils, à chaque fois, il peut se réveiller. Quand le cycle est très long et qu'il dure 70 minutes, il va dormir 70 minutes de suite avant qu'il y ait une possibilité qu'il se réveille. Si le cycle il dure 30 minutes, bah, au bout de 30 minutes, il peut se réveiller. Donc sur une sieste de 3 heures, avec un cycle de 30 minutes, il y a quand même de nombreuses fois où il peut se réveiller. Alors que sur une sieste de 3 heures d'un adulte qui a 120 minutes pour un cycle, il va avoir moins de chances de se réveiller. Voilà, il y aura moins de micro. C'est pour ça qu'on va avoir des réveils peut-être plus fractionnés chez des petits bébés, qui sont capables de dormir des longues durées, mais qui peuvent aussi avoir besoin de se réveiller, et hop, qui vont se rendormir, et qui vont se réveiller, et hop, qui vont se rendormir. Mais sur la totalité de la journée, il y a beaucoup de temps de sommeil, mais avec beaucoup de réveils. Beaucoup de réveils. Voilà. Je sais pas si j'ai été très claire. Si, c'est clair. Oui, si, c'est bon. Donc, je vérifie, comme c'est technique, je vérifie que je n'oublie rien. Ce qui est hyper important, c'est qu'il n'y a pas d'impact à cet âge-là sur la façon dont le bébé s'endort. On ne peut pas donner de mauvaises habitudes entre 0 et 2 mois, d'un bébé qui s'endort au sein, d'un bébé qui s'endort dans les bras, d'un bébé qui s'endort dans la poussette. Voilà, ça n'a pas d'impact. Donc, on ne se stresse pas. S'il s'endort avec des chansons en étant bercé dans les bras, dans le porte-bébé et tout, on le laisse s'endormir comme ça, il n'y a pas de souci. À partir de 1 mois, entre les 0 et 2 mois, il y a quelque chose qui se passe quand même vers 1 mois, c'est que le bébé commence à faire la différence entre le jour et la nuit. D'accord, c'est à cet âge-là que ça se passe. Voilà, donc on met un petit peu de temps vers 1 mois où il commence à faire la différence jour-nuit. Alors comment on peut l'aider pour faire la différence jour-nuit ? Et ben, quand il se réveille la nuit, on va éviter de mettre la télé, la radio, le néon, la lumière en grand. On va éviter qu'il ait la lumière du téléphone portable, parce qu'on verra que ça peut avoir un impact. Et quand on s'occupera de lui, on fera le strict minimum. C'est-à-dire qu'on le changera, on fera un petit bisou, on lui donnera à manger, mais on ne va pas se mettre à faire des chatouilles, on va pas... pas de stimulation. Voilà, on fait le minimum en disant, bah là, c'est la nuit. Tout. Par contre, la journée, on va en profiter quand il se réveille pour faire des petits massages, des petits guilis. On ne va pas s'empêcher à ce qu'il y ait de la musique dans le salon, ce genre de choses. Et puis, pour l'aider, on va aussi faire que la sieste, et ben, dans la journée, on peut un peu tirer le rideau, mais on ne fermera pas le noir, on ne fermera pas les volets complètement, on ne fera pas une obscurité totale, on ne fera pas un silence complet. La vie, elle continue pendant le sommeil de la journée, alors que la nuit, finalement, tout le monde se pose. Voilà, c'est des petites astuces qui peuvent aider à faire la différence jour et nuit. Et puis, le truc aussi qui peut rassurer des parents, c'est qu'on sait qu'il y a des espèces de pleurs de décharge le soir. Et du coup, c'est toujours un peu angoissant. Donc, les pleurs de décharge, pour rappel, c'est des pleurs où on ne sait pas pourquoi le bébé pleure. Il a été changé, il a mangé, il est dans les bras, et pourtant il pleure. En fait, c'est une évacuation un peu du trop-plein de la journée, où il y a eu beaucoup de stimulation, où son cerveau a emmagasiné énormément de nouvelles informations. Du coup, il a besoin de vider cette excitation. Et il se trouve que ça apparaîtrait un peu plus au moment où le bébé commence à faire la différence, justement, entre la journée et où il est dessus et la nuit. Donc, prenons-le positivement. Quand il y a des pleurs de décharge, c'est que le bébé commence à avoir la il commence à être rythmé, voilà. Voilà, un peu différemment. Donc, voilà. Et puis, donc, le fait que le bébé dorme... Donc, bien sûr, quand je dis le bébé dort dans les bras, je ne parle pas d'un bébé la nuit qui dort dans les bras de ses parents ou dans le lit familial. Je parle d'un bébé pendant la journée qui va faire des siestes dans les bras de façon sécurisée ou dans un moyen de portage de façon sécurisée, la bouche et le nez dégagés en position bien verticale.
Mais cette question finalement d'un bébé qui dort contre nous ou dans son lit, c'est très européen, c'est très pays développé parce qu'en fait, il y a énormément de cultures où de toute façon le bébé est en portage tout le Tout temps. le temps. Et donc du coup, il dort dans les bras de sa mère Tout le temps. dans la journée, quoi. Parce que de toute façon, il est en portage. Et D'accord. ce qui Il est y a des intéressant aussi, recommandations par c'est... rapport à ça? Alors voilà, c'est que les recommandations, maintenant qu'on connaît beaucoup mieux, c'est de rester dans la même chambre que les parents les 6 premiers mois. Mais Mhm. généralement, on y pense pour la nuit, mais on n'y pense pas pour le jour. Et C'est vrai. finalement, le jour, bébé pourrait aussi dormir dans la pièce dans laquelle on vit. Donc dans Mhm. le salon, quand nous, on est dans le salon. Voilà, donc la nuit, dormir dans la même chambre que les parents, jusqu'à 6 mois, quand c'est possible. Et après, la journée, déplacer la nacelle, déplacer un petit lit d'appoint pour qu'il puisse aussi être avec nous. Parce qu'il vient de passer 9 mois dans le ventre, C'est sûr. donc il est pas autonome à être tout seul dans une chambre, sans bruit, Oui, la sans la maman. séparation, elle est brutale. Ouais. Donc, ouais. D'accord. Donc Je... voilà, donc ça, c'est le sommeil de 0 à 2 mois. 0 à 2 mois, d'accord. Alors attends, j'ai une question, je sais pas Vas-y. si on en... Attends, je la lis, nanana. Alors c'est maman d'une petite Louise née à 26, c'est ça, donc on va être plus sur le sommeil du prémat. Alors on peut l'aborder maintenant si ça te va, pour ne pas l'oublier. Elle a maintenant 18 mois d'âge corrigé. Ah oui, le sommeil, ça reste très compliqué. RGO, envie d'aller à la selle et des réveils qui peuvent parfois durer 4 heures. Donc on est sur des temps d'éveil. Oui, Alors j'imagine que ouais. c'est en pleine nuit et du coup, oui, Alors du coup, ce que je propose, c'est qu'on la reprenne après avoir expliqué les différentes constructions du sommeil, parce que du coup, ça va on venir. pourra se baser sur quelque chose. Ça sera, et puis par rapport au préma aussi. Ça Ça, marche ce très sera bien. plus Donc on facile. la garde en On va tête et essayer au moment, d'accélérer ouais, pour expliquer le sommeil. pour De toute expliquer. façon, les trains du sommeil dont je vous parle, en fait, ils se retrouvent très facilement sur Internet, dans les documents sur le sommeil, on retrouve les trains du sommeil. Donc, Très bien. pour résumer, donc, le sommeil, il va énormément évoluer la première année de vie. On a du 0 2 mois, ensuite on a du 2 6 9, et ensuite on a du 6 9 Ouais, plus tard, 3 15, ans, 2, 3. 3 ans, voilà. 15 D'accord. mois, pardon, 3 ans, etc. Donc c'est vraiment la première année que ça change énormément et le sommeil de l'enfant est semblable au sommeil de l'adulte vers 3 ans. Donc au tout début, des cycles qui sont courts et on a sommeil agité ou alors du sommeil Sommeil calme. lent. Voilà, du sommeil lent et calme. À partir de 2 mois, on va avoir un nouveau wagon qui va se rajouter. Donc j'avais mon petit wagon là, hop. Et on va avoir un nouveau wagon qui va se rajouter. On a toujours l'agité en rouge, on a toujours le sommeil lent qui est léger en deuxième, et on va avoir un sommeil lent un peu plus profond. Et comme on a un wagon de plus qui se rajoute, du coup, la durée d'un cycle de sommeil Et plus long. voilà, elle va être plus longue et on va passer à 60 minutes. Voilà. Mais la D'accord. construction est la même, il s'endort toujours en C'est ça. agité. C'est juste qu'on a un petit peu plus de sommeil lent, qui est lent léger et lent profond. Et du coup, le cycle est un peu plus long. D'accord. Donc ça va Voilà. espacer les temps de réveil et ça va Ça va prolonger les espacer. temps de sieste ou d'endormissement. C'est D'accord. ça, tout à fait. Alors, toujours D'accord. avec cette moyenne de 60 Bien minutes sûr. pour un cycle. Voilà. Par contre, il y a une petite chose qui va changer à 4 mois, parce que là, j'ai parlé du 2 jusqu'à 6-9. Ce qui change à partir de 4 mois, c'est que la façon dont le bébé va s'endormir peut conditionner sa façon d'enchaîner les cycles après la nuit, après les micro-réveils. C'est-à-dire que je vous disais que là, entre 0 et 2 mois, il n'y a aucun souci. On peut l'endormir comme on veut, avec la tétine, avec le biberon, avec le sein, dans les bras, en berçant la voiture, voilà. À partir de 4 mois, c'est moins vrai. Il y a des bébés pour qui ça n'aura pas d'impact, mais il y a des bébés qui vont avoir besoin, entre chaque cycle, de retrouver les mêmes conditions que celles lors de l'endormissement. Et c'est là qu'on va retrouver des bébés qui faisaient leur nuit à 2 mois et qui vont se mettre à se réveiller 4 à 5 fois la nuit pour réclamer leur tétine, les fameux réveils tétine. Et c'est parce qu'en fait, ce sont des bébés qui se sont endormis avec la tétine et au moment du micro-réveil avant d'enchaîner un nouveau cycle, ils ont besoin de retrouver la tétine pour se rendormir. C'est ce qui conditionne le nouvel endormissement. Mais ça marche aussi avec des bébés au sein, ou des bébés au biberon, ou des bébés qui ont été bercés pour s'endormir. Et du coup, c'est des mamans ou des papas qui vont devoir se lever pour rebercer le bébé. Alors, vers 4 mois, on ne s'en rend pas trop compte parce que l'alimentation est encore importante à 4 mois. Des bébés qui têtent encore la nuit à 4 mois, c'est absolument pas quelque chose qui m'inquiète. Généralement, on commence à se poser des questions d'alimentation la nuit quand la diversification elle est mise en place. Donc à partir de 6 mois, la diversification commence vers 4 mois. Maintenant, une fois qu'elle est bien installée à 6 mois, que le bébé il mange bien la journée, qu'il n'y a pas de problème d'alimentation la journée, normalement la nuit, il n'y a plus besoin de manger. Hors soucis spécifiques, allaitement compliqué, enfin voilà.
Donc là, effectivement, à 4 mois, il peut y avoir encore besoin de manger. À 6, 7, 8, 9, 10 mois, normalement, il n'y a plus de biberon la nuit ou il n'y a plus de tétée la nuit alimentaire. Après, il peut y avoir des tétées réconfort, de mais c'est autre confort. chose. Donc, sur les réveils où les parents nous disent « Oh là là, j'en ai marre, il a encore 3 biberons la nuit, tout ça », on va voir avec eux comment le bébé s'endort. Et si le bébé s'endort sur le biberon, il aura besoin du biberon pour enchaîner les cycles. Donc là, à partir de 4 mois, l'endormissement, il est important. Ensuite, on va passer à 6 à 9 mois. Et là, il y a quelque chose qui va changer, qui est assez intéressant. Donc, je vous remets mon petit train là. On voyait que le bébé, il s'endormait en sommeil agité. Et bien, à partir de 6 ou 9 mois, il ne va plus s'endormir en sommeil agité. Il va s'endormir en sommeil léger. Et le sommeil agité, il va passer derrière. Et c'est ce qui va devenir, pour nous plus grands adultes, en fait, le sommeil paradoxal, le sommeil des rêves. Le sommeil où on parle un peu, où on bouge, voilà. Alors, pourquoi ça va changer? Alors, ça va changer aussi parce qu'on va encore allonger le temps de sommeil, parce qu'on va avoir un petit sommeil profond en plus, voilà, que je vais avoir du mal à mettre sur mon train. Donc là, on va passer à des cycles qui vont être plutôt à 70 minutes. Mais c'est surtout que le bébé, il va plus s'endormir en agité. Il va se sentir partir quand il s'endort. Donc en gros, le sommeil, ça va être une séparation. Donc c'est là qu'on va peut-être avoir besoin d'accompagner l'enfant et qu'il se sente sécurisé pour réussir à accepter à s'endormir. Et c'est vers 10 mois, par là, qu'on commence à parler de rituels d'endormissement. Alors, on en a tous des rituels d'endormissement, même quand ils sont tout petits. On fait le câlin, on fait un bisou, on chante une chanson. Voilà, c'est nous qui nous mettons ce rituel. Le bébé, ça lui convient. Mais il a vraiment une importance à partir de 10 mois parce que justement, il va aider à la transition et à la séparation. Comme on a un rituel quand on se sépare pour la crèche ou pour la nounou. Et donc là, on va travailler un petit peu sur autre chose à ce moment-là. Donc, il faut revoir à ce moment-là quand il y a des soucis d'endormissement. Est-ce qu'avec la reprise du travail, le bébé, il nous voit moins, donc du coup, il a du mal à se séparer de nous le soir? Est-ce que du coup, les séparations de journée sont trop difficiles, donc du coup, il n'arrive pas non plus à se séparer la nuit? Enfin, voilà, c'est quelque chose qui va jouer aussi. Donc, pour résumer, parce que du coup, c'est assez, assez complet. Pour résumer, entre 0 et 2 mois, il n'y a pas vraiment de rythme. Il y a du sommeil agité et du sommeil calme. Et le bébé, en gros, il dort et de temps en temps, il se réveille. Voilà, on peut l'endormir comme on veut. À partir de 2 mois, le sommeil devient un petit peu plus long. Il y a le jour et la nuit qui sont bien définis. Et à 4 mois, on va faire attention à la façon dont le bébé s'endort. Et à partir, en gros, de 6-9 mois, c'est le sommeil agité qui part à la fin et le bébé s'endort en sommeil léger. Donc du coup, le moment de l'endormissement demande d'être suffisamment sécurisé pour accepter de se laisser partir et de se séparer. Voilà. C'est à ce moment-là où on parle de l'endormissement autonome ou c'est encore trop tôt? Alors, l'endormissement autonome, en fait, on en parle à partir du 4e mois. Ça veut pas dire je pose mon bébé et je le laisse pleurer. Hein. C'est pas ça. Non, on va essayer de se débrouiller pour qu'il arrive à s'endormir. En fait, on va essayer de réussir à le poser encore réveillé dans son lit. C'est ça. Pour que par lui-même, il arrive à trouver des mécanismes pour se rassurer qu'il pourra réutiliser quand il se réveille dans les micro-sommeils. D'accord. Des micro-réveils. Par exemple, un bébé qui va trouver sa main pour se frotter un peu, qui va se frotter avec son doudou, qui va trouver son pouce, et la nuit, quand il se réveillera, il retrouvera son pouce et il enchaînera tout seul le cycle suivant si tout va bien. Voilà. D'accord. Du coup, en gros. Je vois qu'il y a est-ce qu'on arrive. Mais ouais, il y a plein de questions sur la prématurité, exactement. On va squeezer un peu des trucs. Je vais juste raconter très vite par rapport au prématuré. Ce qui est important, c'est que le sommeil, il va être lié à l'âge corrigé du bébé, parce qu'on va être lié sur le développement neurologique du bébé. Et donc, du coup, on va rester sur l'âge il a l'âge qu'il aurait eu dans le ventre par rapport au développement de son cerveau et aux capacités de la régulation de l'horloge interne, etc. Les 3 choses qui sont importantes aussi dans le sommeil et qui vont jouer aussi avec le bébé prématuré et le bébé à terme, qui vont impacter le sommeil, ça va être des hormones qui gèrent le taux de cortisol, la mélatonine et la température corporelle. Ça veut dire qu'en fait, notre corps, il est bien fait. Il y a plein de choses qui vont favoriser le sommeil.
Donc au moment de soir, la température corporelle baisse et le fait d'avoir cette baisse de température, ça va aider à s'endormir. C'est pour ça qu'aussi on recommande que les chambres ne soient pas à plus de 19. Ensuite, le cortisol, normalement, est censé baisser. Et c'est le cortisol qui baisse la nuit qui permet qu'on soit détendu, parce que le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, du coup, ça va détendre et on va pouvoir s'endormir. Donc, si le soir, on est sur de l'excitation, de la musique, ou alors un enfant plus grand sur qui on a crié, qui est inquiet, là, il est dans du stress, le taux ne baisse pas, donc ça n'aide pas à dormir. Et l'hormone la plus importante, c'est la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et qui, elle, va être sécrétée grâce à la baisse de la luminosité. C'est le fait d'avoir été exposé la journée au soleil qui aide à la fabriquer, et c'est parce qu'on a de l'obscurité le soir que la mélatonine augmente à partir de 21h, un pic vers 2-4 heures du matin, et redescend le matin vers 6 heures. Et voilà. C'est pour ça que tout ce qui va être écran, même pour nous adultes, gêne l'endormissement. La lumière bleue des écrans fait que ça retarde le taux de mélatonine et qu'on n'a pas assez de mélatonine pour dormir. D'où l'importance aussi avec des bébés d'éviter pendant les tétés de la nuit d'avoir notre téléphone portable qui va envoyer un signal lumineux pour le bébé et qui ne l'aidera pas à se rendormir. Voilà. Donc le corps fait des choses déjà qui aident à l'endormissement. Oui, naturellement. Est-ce qu'il y a des choses qui, au contraire, qui vont venir perturber le sommeil? Alors, du coup, ce qui va perturber le sommeil, c'est de ne pas réussir à détecter les signes de fatigue du bébé. Ça, c'est pareil, quand le bébé nous donne ces signes de fatigue, qui vont être un bébé qui se frotte les yeux rougis, un bébé grognon, un bébé qu'on sent un peu dans le vague, voilà, qui est un petit peu mou. En gros, il faut 15 minutes à peu près pour enchaîner le sommeil. C'est le bon créneau pour le coucher. Si on dépasse faut pas louper le coche, quoi. Et ben, c'est comme si on loupait le train. Et du coup, vous êtes obligé d'attendre le cycle suivant. Donc, effectivement, un bébé qui a loupé son moment d'endormissement, et ben, suivant l'âge qu'il a, il va falloir attendre 70 minutes avant que, par exemple, il puisse réenchaîner. Et du coup, comme on ne l'a pas couché, il est encore plus fatigué. Et du coup, ça se transforme en excitation. Donc, on se dit, bah, tu vois, il saute dans tous les sens, il a vraiment pas envie de dormir. Bah non, c'est qu'on a trop dépassé. Et du coup, il est plus capable après de s'endormir. Donc voilà, donc l'excitation du soir, c'est pour ça qu'on va conseiller plutôt des massages qui vont donner de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'inverse du cortisol. Une luminosité qu'on baisse, pas trop de lumière. Donc après, ça fait poser la question des veilleuses qui mettent des seins au ciel, de la musique qui va stimuler plutôt qu'endormir, des jeux juste avant de se coucher. Donc voilà. Et la dernière précision qui est hyper intéressante, je trouve, c'est quand est-ce qu'un bébé fait ses nuits. En fait, c'est pas quand est-ce que le bébé fait ses nuits qu'on attend. Quand les gens disent alors est-ce qu'il dort, est-ce qu'il fait ses nuits. En fait, c'est est-ce qu'il fait nos nuits à nous. Parce que la définition de faire ses nuits, en fait, ça veut dire le bébé est capable de dormir 5 à 6 heures d'affilée sans éveil de longue durée ni alimentation. C'est ça, faire ses nuits, en fait. Et donc, du coup... c'est pas faire un 20h, 8h, quoi. Non. Et en fait, ça, c'est nos nuits à nous. Oui, c'est nous qu'on les fait, c'est pas les siennes. Parce que quand il dort, nous, on peut souffler, en fait. C'est pareil pour la sieste. On aimerait bien que les siestes, ça dure 3 heures parce que nous, on souffle. Mais en fait, lui, ça se trouve, la sieste, elle va durer 1 heure. Ça lui va très bien. Il va y avoir un temps de réveil. Et puis, 2 heures après, hop, elle va durer 1 heure. Et puis, il va y avoir un temps de réveil. Et puis, voilà. Ça, c'est son rythme à lui. Et c'est vraiment le sommeil, il va vraiment être basé sur l'observation du bébé, de ses fatigues et de son rythme à lui. Parce que du coup, un bébé qui va par exemple téter à minuit et puis après à 6 heures et puis après à 10 heures, on va dire « Ah super, il fait ses nuits, voilà ». Parce qu'en fait, nous on se couche à minuit et puis 6 heures c'est pas mal. Un bébé qui tète à 22 heures, 4 heures et après 8 heures du matin, il a fait exactement les mêmes écarts, mais il y a eu la tétée de 4 heures du matin où on se dit « Oh là là, il fait toujours pas ses nuits ». Celle-ci, elle est vraiment en pleine nuit, elle est compliquée. Pour les Donc voilà, et pour petit repère, en gros, on a 43% des bébés de 6 mois qui dorment 8 heures d'affilée. 43%, 6 mois qui dorment 8 heures. 57% des bébés de 12 mois qui dorment 8 heures d'affilée. À 1 an, il y a un petit peu plus de la moitié qui dort 8 heures d'affilée. Et à 6 mois, sur 44 bébés, il y en a 3 qui dorment 6 heures de suite toutes les nuits. Et il n'y en a qu'un seul qui dort 8 heures de suite toutes les nuits. C'est des chiffres qui sont intéressants parce que du coup, ça permet aussi de relativiser un peu, de se rendre compte que on est dans la norme ou pas, mais que globalement, à 6 mois ou 1 an, on ne peut pas encore avoir des nuits très longues pour nous, quoi. C'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Très bien. Tu crois qu'on peut attaquer sur le sommeil du primat?
Oui, je pense qu'il faut pour Ouais, pouvoir répondre aux questions parce que c'est le plus important. Donc, on va attaquer un peu sur le sommeil du préma et puis après, on reviendra sur les questions, s'il y a d'autres questions plus spécifiques du sommeil en général. Le sommeil du préma, du coup, on a vu que c'est la construction qui se fait pendant la grossesse où il y a le sommeil agité, il y a énormément de sommeil agité. Et du coup, le contexte de l'hospitalisation va faire qu'on va beaucoup agir sur le sommeil aussi parce qu'il y a beaucoup de traitements, de soins, de pesées, et puis le contexte, l'environnement de c'est ça l'arrière, on l'environnement. retourne dans tout ce qui est lumière, C'est ça. bruit, du monde qui passe et tout. Et donc on reparle un peu de ce qu'on avait, de ce dont on avait échangé sur les soins de développement et sur le fait qu'ils se sont rendus compte que finalement tous ces petits trucs avaient un impact justement sur la prise de poids du bébé, sur sa durée d'hospitalisation et que plus on faisait attention à respecter son sommeil, mieux ça allait aller. Et donc, on avait cette théorie qu'on avait vue synactive avec les différents systèmes qui étaient reliés entre eux, avec le neurologique, ensuite avec le Mm. positionnement et la veille sommeil, les interactions, etc. Et qu'un bébé n'arrivait pas à avoir des interactions adaptées quand on ne respectait pas son sommeil, qu'on ne favorisait pas grâce à une bonne installation et qui permettait qu'il ait une bonne fréquence cardiaque, etc. Certains bébés qu'on allait réveiller en dehors des soins, par exemple, il allait faire du moro et il allait bradycarder ou C'est désaturer ou ça. voilà. Et donc, on avait vu avec les soins de développement que justement les bébés prématurés, on était énormément dans leur observation et plus particulièrement l'observation du sommeil pour pouvoir proposer des soins au moment le plus adapté. Donc, c'est pas fait forcément dans tous les services, mais par contre, maintenant, de plus en plus, on commence quand même à regrouper les soins. On va dire au médecin, bah, attends que je fasse le change pour venir l'ausculter, ou alors on va essayer de dire, bah, là, le bilan, on le fera quand on s'occupe de lui, ou alors l'échographie, bah, attends que maman le prenne dans les bras et on fait l'échographie en même temps. Enfin, voilà. Donc, on essaye de faire ça. Il y a des services qui sont vraiment NIDCAP, soins de développement, qui vont aussi le faire pour l'alimentation. Ça veut dire que ça va D'accord. vraiment de l'alimentation à l'éveil. Et là, on voit que c'est hyper important parce qu'un bébé qui est en sommeil Mm. lent, à qui on met un biberon dans la bouche, il va faire Il va aucun pas truc, il n'est pas forcément. dans Ouais. ce truc-là. Alors que si on attend qu'ils soient au sommeil, en éveil calme, bah, ce sera beaucoup plus favorable. Mais ça demande de la disponibilité des soignants, une bonne connaissance de l'observation des bébés. Et moi, je trouve que c'est hyper important de le transmettre aux parents. Parce que du coup, après, eux, ils arrivent Mm. à mieux observer leur bébé et ils vont après réussir à décrypter, bah là, je te sens fatigué, là, c'est peut-être pas le bon moment que je fasse le bain, on va continuer de dormir, voilà. Donc, effectivement, il va y avoir un impact sur le sommeil du prématuré en fonction de l'environnement de la prise en charge. Est-ce qu'on l'a réveillé à chaque fois enfin, voilà. Sachant qu'après, le bébé se conditionne aussi quand il y a plein d'hospitalisations sur les réveils de C'est telle ça. heure. Enfin, Ouais. ils ont leurs propres références. Des fois, il y a des bébés qui se réveillent quand c'est l'heure à laquelle les parents arrivent parce qu'ils savent que c'est à ce moment-là que le parent va arriver. Donc, il y a quand même un impact sur leur rythme. Euh, du coup, pour bien observer les bébés préma, on a détaillé plusieurs types de sommeil. Donc là, je vous parle plus de la construction avec sommeil agité, sommeil lent, voilà, mais plus en niveau visuel quand on regarde le bébé. On retrouve un peu quand même ce sommeil lent, ce sommeil agité et tout, mais c'est en tant que parent, pour bien observer son bébé, on va avoir différentes étapes que je vais vous décrire. Du coup, il y a le sommeil profond. Donc le sommeil profond, c'est un bébé qui ne bouge pas. Il n'y a pas un cil qui bouge, on ne voit pas les yeux bouger, le visage est vraiment figé. Là, on est sur un sommeil profond. Ensuite, on va avoir un sommeil agité. Là, le sommeil agité, on voit un peu les mouvements des yeux derrière les paupières. On va avoir des fois des petits sourires, des trucs comme ça. Voilà, On, ou un petit on jeu. adore Voilà, ça. hein, c'est trop Mm. ça. Ah Donc ouais. ça, c'est du sommeil agité. Et puis après, on a le sommeil de transition. Ça veut dire qu'il n'est pas encore réveillé, mais il ne dort pas profondément non plus. Donc là, on peut avoir des espèces d'ouvertures des yeux. Et puis finalement, il se rendort. Donc on y a cru, mais en fait, non. C'est la On est entre transition. deux eaux, quoi. On est entre deux eaux. Et à la transition, soit il repart dans un sommeil agité, sommeil profond, soit il va passer dans un éveil calme. L'éveil calme, c'est un bébé qui est éveillé, qui ouvre les yeux, qui commence à regarder, qui bouge un peu, mais qui est cool. Ensuite, on va avoir le sommeil agité. Là, le sommeil agité, il commence un peu à s'agacer. Donc, il va chercher un peu la main, il va grogner un peu. Et si on ne fait rien, on sera dans les pleurs. Mm. Donc, sommeil profond, sommeil agité, transition, éveil calme, éveil agité et pleurs.
Et ce qui est formidable, c'est qu'en fait, les bébés prématurés, ils passent de l'un à l'autre. Alors, pas avec le réveil, hein, mais quand ils sont dans le sommeil, ils passent de l'un à l'autre déjà juste sur 30 secondes. Quand Ah on ouais. observe, quand on a des films de sommeil de bébés prématurés, on peut avoir 10 secondes de sommeil profond, et puis après on va avoir 30 secondes de sommeil agité, et hop, on repasse sur On 5 secondes repasse de sur sommeil le... profond, et hop, on repasse sur le sommeil agité, une petite période de transition, et hop, voilà, il n'arrête pas de bouger. Et d'où ce dont on parlait de sommeil finalement globalement agité, quoi, qui est quand même très très agité. Complètement, oui. Les temps Voilà. sont tellement courts, c'est ça. Donc on va, quand on voit un sommeil profond, on ne fait rien. On ne Et fait c'est rien. surtout intéressant aussi de se dire qu'un sommeil agité, il faut laisser le temps de voir est-ce que vraiment après il passe un éveil calme. Ou est-ce que Oui, c'est ou si juste finalement un elle sommeil replonge dans agité son sommeil... avec un petit pleur. Et du coup, si nous on le réveille à ce moment-là, et ben, on va couper le cycle de sommeil. Au final, c'était un sommeil agité, c'était pas encore un réveil. C'était pas un éveil, c'est ça. Donc l'observation D'où va vraiment, l'observation, ouais, c'est vraiment ce que aider. j'allais Ouais, dire. Ouais, l'observation de son bébé, de comprendre, c'est quand même primordial. Hein. c'est ça. Donc du coup, maintenant qu'on a vu ça, peut-être on peut regarder un peu les questions qu'on Excuse-moi, a ouais. eues pendant en direct. Alors, je vais reprendre dès le début pour oublier Oui, comme personne, ça parce que qu'on n'oublie ouais, pas. voilà. Et puis toutes les questions étaient quand même hyper intéressantes. Ça permettait aussi de faire des partages d'expériences. Euh, Tac, 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 tac. Donc oui, on avait la première question. Tu te souviens, donc la maman d'une petite fille, Alors, parce qu'elle est née à 26, c'est ça. Elle a aujourd'hui 18 mois d'âge corrigé. Et le sommeil, ça reste très compliqué. Donc il y a un RGO en plus, envie d'aller à la selle, des réveils qui peuvent parfois durer 4 heures. Donc là, on est sur des temps d'éveil qui sont quand même très très longs. Je regarde s'il y a une suite, s'il y avait une question en particulier ou pas. Non, c'était juste en effet un partage. alors, Je sais pas si tu as quelque chose ouais. à ajouter sur... Alors, ce qui joue, alors c'est sûr qu'effectivement, quand on parle de troubles du sommeil, les reflux, c'est des sommeils ultra compliqués parce que dès que le bébé il est à plat, ça bien remonte, souffrance. c'est inconfortable, il y a des rejets, donc c'est sûr que ça a un impact de sommeil. Et du coup, c'est des bébés qui sont beaucoup mieux quand ils sont redressés, mais les recommandations, c'est couchage sur le dos et bébé à plat. Donc après, dans vraiment de la pathologie, là on passe sur une pathologie, quand un reflux a vraiment été diagnostiqué, généralement il y a une prise en charge médicamenteuse avec un suivi de pédiatre, etc. Des antiacides, voilà. Mais effectivement, le reflux est une des gros impacts sur le sommeil. Après, on va pouvoir jouer sur le reflux quand il n'est pas pathologique, en prenant le temps de donner le biberon, en donnant un biberon de façon pas trop rapide, en faisant bien faire les rots, une vitesse pas trop rapide pour que le bébé il ait bien le temps de digérer, en faisant attention aux quantités de lait qu'on donne. Ça veut dire qu'on n'est pas forcé de donner 6 biberons toujours de la même quantité. On va regarder la quantité de lait sur Peut la journée, réguler. sur les 24 heures. Ça peut se réguler un peu comme le ferait un allaitement. Voilà, il y a plein de petites aides, j'allais dire physiologiques, mais de santé de base en fait. Une couche pas trop serrée, parce que c'est vrai qu'avec les prémas, on a tendance à croiser les scotch de la couche, mais du coup, ça va appuyer sur l'estomac qui est immature. Hein. Les reflux, c'est à cause. Les reflux sont physiologiques en fait pour beaucoup de bébés. Hein. L'estomac, il est immature, le trop plein, il remonte. Il devient pathologique quand il est tellement fréquent que ça devient douloureux et qu'on a une œsophagite, voilà. Et effectivement, il y a pas mal de reflux avec des bébés prématurés qu'on a pas mal alimentés parce qu'il fallait qu'ils prennent du poids. Donc on a toujours ce problème de il faut qu'ils prennent du poids, mais en même temps, je fais attention qu'ils ne mangent pas trop, oui, mais il faut qu'ils prennent du poids. Et cette inquiétude après à la sortie que le bébé boive bien. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de reflux sur ces bébés-là. Et puis, moi, je trouve que le sommeil, en fait, le sommeil, c'est très très large après. Ça veut dire que dès qu'il y a des problématiques sommeil, on va demander est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre quotidien. Un bébé, en fait, dès que le sommeil il est à peu près régulé, il suffit d'une poussée dentaire, il suffit d'un C'est rhume, ça. il suffit Petit d'un bobo, ouais. déménagement, il suffit de voilà un petit grain de sable et tous les repères volent en éclats et il faut remettre des nouvelles habitudes ou il faut rassurer le bébé. Donc la reprise du travail peut perturber le sommeil parce qu'on est séparé de maman, le fait de ne plus dormir dans la même chambre que les parents. Après, quand ils sont plus grands, l'entrée à la crèche ou l'entrée à l'école ou le déménagement ou l'arrivée d'un petit frère, c'est plein de raisons qui peuvent modifier le sommeil. Et il faut savoir que le cerveau, il change ses habitudes en 4 jours. Donc un bébé 4 qui jours. dormait tout seul, ouais, 4 à 5 jours. C'est-à-dire qu'un bébé qui dormait tout seul, qui s'endormait tout seul dans son lit, et puis il a un rhume, tu le prends avec toi un peu, il rejoint le lit familial parce que c'est plus facile et tout. Il suffit de 5 jours, le cerveau maintenant il s'est dit je m'endors dans le lit familial.
Je pensais que c'était bien plus long que ça, moi. Donc, en fait, c'est intéressant dans les deux sens. Ça veut dire que quand il y a une mauvaise habitude et qu'on veut essayer de rechanger les pratiques, on sait que ça va être dur pendant 5 jours. Mais que si on tient 5 jours, après, on peut changer les Ouais, habitudes ouais, et qui vont s'ancrer après en 2, 3 semaines. Il ouais, faut ouais. 2, 3 semaines pour que Deux, ça trois s'ancre, semaines. mais il faut, ouais, mais 5 Ah, jours ouais, voilà, je pense pour que j'étais sur réussir à ça. passer Ouais, le truc, quoi. d'accord, d'accord, ok. Voilà. Donc après, quand le sommeil est compliqué, il faut revoir individuellement avec la personne ce qui peut être lié, quelles sont nous en tant que parents nos angoisses liées au sommeil, parce qu'avec un bébé prématuré, finalement un bébé qui dort pas, c'est un bébé qui respire. Donc quand on rentre à la maison et qu'on est inquiet d'éventuelles apnées ou de choses comme ça, bah, quand il pleure et qu'il dort pas la nuit, au moins on est sûr qu'il n'y a pas d'apnée. Ouais, Donc intéressant. c'est vrai que pour que le bébé soit sécurisé dans son sommeil, il faut que nous, on soit sécurisés aussi dans ce qui se passe et que c'est très très difficile et qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner pour passer cette période-là. Ouais, c'est ça, pour Voilà. prendre Donc il y a confiance et plein passer plein de ce choses cap. qui peuvent jouer. Ouais, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Voilà. D'accord. Je continue sur les questions, Marie? Oui, 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 Ouais. bien sûr, oui. Bon, on parle en âge corrigé. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. En effet, on se base sur l'âge corrigé hein, pour le sommeil du prémat. Hein. On se base sur l'âge corrigé, c'est C'est ça, ça, pour avoir un ordre d'idée de la structuration du sommeil, ouais, du sommeil. des cycles. D'accord. On a la maman de Johanna qui est née à 28 SA. Elle a aujourd'hui 14 mois d'âge réel. Donc 11 mois en âge corrigé. Alors elle s'endort justement en portage la journée, au sein la nuit, avec des multiples réveils. Elle ne se rendort qu'au sein. Alors la Euh, question, c'est est-ce que vous, ça vous dérange? Parce Êtes-vous que encore là pour non nous mais répondre? après non mais après je veux dire Mais oui. c'est pas ça c'est ça en fait ça veut dire que finalement ce qui se passe dans la chambre à coucher ça ne concerne que la famille. Au Japon, dans les pays asiatiques, il n'y a aucun problème de sommeil, c'est un non-problème. Ils sont en Ouais. chambre partagée C'est pas un sujet. Ils dorment, et je crois, c'est pas un très sujet. longtemps dans la chambre des parents. Hein. Très, Et très ils longtemps. dorment très longtemps dans la chambre des parents. Il y a plein de cultures avec des bébés qui sont accrochés au sein H24 avec 15 tétés par jour et ben il y a les tétés la nuit et c'est pas un problème en fait. Donc tant que vous la nuit les réveils ils vous embêtent pas, c'est pas un problème. Par contre, si vous commencez à être fatigué et que vous avez plus envie de ces réveils là, et ben là justement, il y a un souci avec l'endormissement. Ça veut dire que si vous arrivez à dissocier l'endormissement du sein, c'est-à-dire je ne vous dis pas d'arrêter le sein le soir, juste que le bébé ne s'endorme plus au sein ou ne s'endorme plus dans vos bras bercés, et ben ça va réussir à diminuer les réveils de la nuit. Parce que, en fait, c'est comme si on vous endormait dans les bras de votre chérie sur le canapé, et puis à 3 heures du matin, vous vous retrouvez sur le carrelage de la cuisine. Vous n'allez jamais réussir à vous rendormir sur le carrelage de la cuisine. Mhm. Vous n'êtes pas sécurisé, vous n'êtes pas bien. Donc, en fait, le bébé, il s'endort dans vos bras, c'est le meilleur lieu pour lui. Mais si dans la nuit, entre deux cycles, il n'est plus dans vos bras, et ben, il n'arrivera pas à se rendormir. S'il n'est pas au sein pour se rendormir, voilà. Après, il y a des mamans, être la tétine du bébé la nuit, c'est pas un souci. Donc, c'est pas un souci. Par contre, si on Mhm. commence à en avoir marre, et ben, il va falloir changer le mode d'endormissement. C'est ça. Donc, il y a le mode d'endormissement qui change, et puis aussi, le cerveau se conditionne. Ça veut dire que le cerveau, il n'est pas fou, et il aime bien ce temps de contact la nuit avec la maman. Ce petit, surtout quand la maman a repris le travail, c'est un temps tous les deux au calme. Donc en fait, le cerveau, il va conditionner des réveils pour profiter de ce temps de tétée la nuit. Donc on joue et sur l'endormissement et sur le fait, la nuit, d'arrêter de répondre au réveil par une tétée. Et donc ça va être dur pendant Ouais, 4 ou 5 c'est ça. jours. Donc on vient Voilà. modifier On va les modifier habitudes. le chemin, Voilà, voilà, le c'est ça. chemin du cerveau. Alors, j'en profite pour dire que l'idée, c'est pas de laisser pleurer le bébé, pas du tout. On va l'accompagner à être autonome tout en le sécurisant. C'est-à-dire que si vous l'endormez au sein, la première nuit, vous allez lui expliquer déjà qu'elle est grande, que vous avez envie de changer et tout. Vous allez arrêter de l'endormir au sein, mais vous allez lui dire, je suis quand même là, tu es grande, je te Mhm. donne le sein, mais tu ne t'endors plus au sein. Par contre, la première nuit, on va faire un câlin. Et tu t'endors dans mes bras, mais pas au sein. Et puis quand ça marche comme ça, la nuit d'après, on réexplique. Hier, tu t'es endormi dans mes bras, mais on va essayer de faire différemment. On fait le sein, on berce un peu dans les bras, et avant que le bébé dorme, on le pose dans son lit. Mais on reste Il à va y côté aller de de lui. façon progressive, quoi. C'est ça. Et en Surtout. fait, on reste à côté de lui, et par exemple, on peut le bercer dans son lit. Et il s'endort comme ça. Et la nuit d'après, On on le vient pose dans encore. son lit, on laisse un peu la main, et puis on enlève la main, mais on reste juste à côté et on parle. Et il s'endort comme ça. Et il a le droit de pleurer, parce que ça va être dur pour lui, surtout s'il a 18 mois ou 12 mois et tout. Et de lui dire, bah oui, je vois Mhm. que c'est dur pour toi, je vois que tu pleures, mais moi je suis là.
Et l'idée, c'est pas de le laisser pleurer, mais c'est de mettre des mots sur les pleurs qui vont parfois se calmer juste avec les paroles, ou alors le reprendre dans les bras pour le calmer et lui dire tu vois, je suis là, je te calme, et maintenant je te repose dans le lit. Et en fait, au fur et à mesure, il va se sécuriser et nous, on va pouvoir prendre un petit peu plus d'espace et reculer jusqu'à finir au pas de la porte. Et puis après, le bébé, il a suffisamment de ressources en lui pour s'endormir. Donc, c'est pas je te pose et je te laisse pleurer et c'est tout. C'est ça, c'est C'est je ça, c'est ça. t'accompagne progressivement et il n'y a pas de rythme à respecter. On va suivre Si le bébé il a besoin de 3 jours C'est pour ça. réussir à s'endormir avec une main, et ben on va laisser 3 jours, voilà, et on passera à l'étape d'après quand il sera prêt. D'accord. Voilà. Alors, quand même, quand on attaque ce genre de modification, il faut être prêt à ça. Tu vois, il faut Alors pas se c'est dire on pour fait ça un qu'en fait, jour et le lendemain on fait non, pas. Enfin, faut c'est être ça. pas C'est qu'en régulier fait, là si on veut obtenir des ouais, résultats. quand on fait ça, le principe c'est qu'on prend le temps nécessaire, mais on évite de revenir en arrière. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à poser le bébé dans le lit, il ne faut Mm. pas tout lâcher pour le réendormir une fois au sein. Et Ouais, on essaye de le faire à tous les endormissements, à la d'accord. sieste et au milieu de la nuit aussi, pour qu'à chaque fois ce soit le même La principe. même, Voilà. Donc ouais, c'est quelque chose qu'on va même lancer quand rituel. on est prêt. Il faut le C'est ça. faire quand on a vraiment envie de le faire. Et Mm. on le fait pas quand on recommence le boulot. On le fait pas quand on est épuisé et qu'on est malade. On le fait quand on a suffisamment de ressources parce qu'on sait qu'on va avoir 4-5 jours qui vont être difficiles. Qui vont être difficiles. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Et du coup, est-ce que tout ça, enfin, le fait que le bébé soit prématuré, est-ce que c'est ça, enfin, est-ce que c'est lié à la prématurité, tous ces soucis-là, enfin soucis Non, qui sont ces pas forcément soucis-là, des soucis, mais non, mais on les retrouve partout. Moi, dans des accompagnements que je fais, il y a plein de bébés à terme. Et alors, je tiens à préciser que ce n'est pas un problème d'allaitement non plus, hein. On a mm, exactement le même problème avec des bébés au biberon. C'est-à-dire d'accord. que arrête de l'allaiter parce qu'il y a trop de tétés la nuit. Il y a des mamans qui ont exactement le même problème avec des biberons de lait, hein. Mm, L'allaitement d'accord. n'impacte pas le sommeil. Il y a des études qui ont montré qu'une maman qui allaite dort la même quantité d'heures de sommeil qu'une maman qui donne le biberon. Le sommeil de la maman qui allait est de meilleure qualité, elle récupère plus. Par contre, Ah, effectivement, il y a un petit peu plus de réveil. c'est ça. Il y a plus de réveil, mais au final, il y a une même quantité de sommeil qui est de meilleure qualité grâce aux Mm, hormones chez les mamans qui allaitent. d'accord. Donc c'est pareil, le sommeil, Non, l'allaitement n'est l'allaitement pas, n'a rien en à tout cas voir. pas plus que le Oui, c'est ça. biberon ou que les câlins dans les bras et l'endormissement en bercement, quoi. Voilà. Est-ce que Je du regarde coup la on avait suite. d'autres, Ouais, oui, d'autres tac, petites tac, questions parce tac. que ça fait RGO longtemps sévère que. traité, Nexium proclive pendant plus d'1 an, puis arrêt avec une alimentation diversifiée. Elle tousse et se réveille souvent, digestion difficile aussi, tout, donc tout bien, tout. Oui, je pense que c'est le même cas que tout à l'heure. C'est un bébé avec un RGO et du coup forcément le Et puis sommeil il est effectivement, compliqué. c'est ce qu'on disait, dès qu'il y a un petit rhume, dès qu'il y a les toux de la nuit, ça va tout perturber le sommeil. Donc il ne faut pas hésiter à, quand on met des choses en place un peu différentes quand il y a des toux, après dire au bébé, bah oui, la semaine dernière, tu étais malade, donc on a fait ça, mais maintenant que tu vas mieux, on va remettre le sommeil dans ton lit, voilà, de manière Oui, je assez. pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas assez et qu'on ne sait pas. Et en fait, on n'a pas toujours le réflexe de, justement, de parler à nos tout petits et de leur dire toutes ces choses-là. Nous, on C'est le ça. sait pourquoi on le fait, mais on ne leur exprime pas. Et je pense que bah, ça joue beaucoup parce qu'en effet, ils nous comprennent, même l'intonation, tout ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose que, en tout cas, moi, en tant que maman, je sais que pour ma première, je n'ai pas dû le faire beaucoup On ne sait pas, et que ouais. j'ai pas Ouais. du tout la même attitude avec notre second. Et c'est vrai que l'endormissement et le sommeil pour l'un et l'autre est très différent. Et Très puis de différent. se poser la question, moi, comment je suis, moi, vis-à-vis du sommeil? Est-ce que moi, ça Mm. m'angoisse de m'endormir? Parce que du coup, sans le savoir, des fois, Ouais, on on peut porte beaucoup transmettre quelque on chose. transmet Mm. des angoisses. Alors après, on n'y peut rien de nos angoisses. Mais des fois, il y a des mamans, le fait de se rendre compte. L'autre jour, j'accompagnais un couple et le papa, il me dit, de m'avoir raconté ça, là, je me revois petit avec l'angoisse des ombres que j'avais dès que Ah, maman, voilà. elle partait. Mm. Et du coup, ça lui a dit, ah bah oui, c'est peut-être pour ça que je fais ça avec ma fille alors qu'elle en a peut-être pas besoin. C'est-à-dire qu'il projetait ses propres angoisses, il s'était pas rendu compte que ce qui avait été difficile pour lui, bah Mm. finalement sa fille c'était pas la même chose et que peut-être que elle, la lumière, ça la gênait plus qu'autre chose. Donc c'est intéressant de Ouais, voir c'est ça ça. aussi, nos Mm. propres Nos angoisses et propres angoisses. voilà. Juste en prendre conscience, des fois ça règle pas mal de soucis. Ouais, des fois, Et ça tient un peu de de choses, en lâcher un fait. peu, Mm. lâcher un petit peu prise aussi. C'est, alors le sommeil, il peut aussi beaucoup bouger avec.
euh, au moment du développement psychomoteur, par exemple, le bébé il va beaucoup bouger la journée, etc., quand il commence à marcher. Et du coup, ça donne des excitations un peu plus la nuit. Ah, Des mais bébés oui, qui c'est vont un vrai peu qu'on en plus parle bouger souvent de la nuit. ça. Oui, 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 t'as Et il y a raison. des réveils physiologiques aussi. On sait Hmm, qu'entre 6 et 9 mois, le bébé il peut être réveillé 1 heure pendant la nuit, mais il n'appelle pas, il dit rien, et puis après il se rendort. Donc nous, d'accord. quand on dort, on s'en rend pas On compte. s'en rend pas Pour compte. ceux qu'on regarde avec le visiophone et qu'on voit réveiller, on se dit oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un problème. Alors qu'en fait, c'est physiologique. Donc D'accord. du moment qu'il réclame pas, Oui, c'est ça. C'est voilà, même quelque chose d'assez encourageant finalement, si le bébé n'appelle pas et tout, c'est que dans cette phase d'apprentissage de l'endormissement, de se réendormir seul, eh ben, on est bon, quoi. On est bon. oui, oui. Je crois que j'ai Et fait le tour des questions, Marie. oui, je revoyais la Tac, tac. façon de s'endormir les nuits en peau à peau en réa, les filles nous laissent dormir. Oui, bah, c'est super en fait, hein, de toute façon, en réa, le sommeil, enfin, il peut se faire, il est encore mieux sur maman, quoi. Hein, Hmm. il est récupérateur. Enfin, de toute façon, le pot à pot est formidable. Hein, donc, On c'est ne dit toujours. jamais assez, nous. Hein. Oui, 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 c'est toujours hyper important de favoriser le pot à pot. Alors effectivement, là, je vois plusieurs hospitalisations. Alors oui, l'émotionnel joue aussi. En prendre confiance, en science, ça aide. Mais après, il ne faut pas non plus se culpabiliser en disant ah bah, je suis stressée, c'est pour ça qu'elle ne dort pas. Moi, j'ai envie de dire, Hmm. des fois, il faut faire au jour le jour. Parce que c'est pareil, j'ai des mamans qui angoissent énormément en disant oh là là, mais il dort pas assez. Et puis avec la nounou, ça va pas bien se passer. Machin. Attendez qu'il y ait vraiment un problème parce que des fois on est surpris, les enfants ils Hmm. dorment mieux chez la nounou et à la C'est crèche rageant, mais c'est comme qu'à ça. la maison ou alors chez les grands-parents, ça arrive. Parce que finalement l'enfant quand il vous retrouve, bah, il a envie de profiter de vous. Donc Hmm. il ne faut pas hésiter non plus à avoir des temps de qualité le soir, c'est pas la durée qui compte, mais avoir un temps par exemple de massage ou un temps de câlin ou avec un plus grand un temps où on lit une histoire, où on fait un petit jeu de société. Comme ça, l'enfant, il remplit sa réserve de sécurité, d'amour, etc., qui lui permet après de se détacher de vous. Et puis quand ils sont un petit peu plus grands, le rituel va permettre de lui donner le chemin à suivre qui favorisera le coucher. Et donc Hmm. de rester à l'écoute des besoins, mais de mettre des limites aussi. C'est-à-dire que c'est pas 15 verres d'eau plus le câlin dans tel sens, Hmm. plus 50 Trois livres, pipis plus voilà. et... Donc il y a voilà. Après c'est très très spécifique en suivant les enfants, en fonction des problèmes, de voilà. Je vois qu'il y avait des mamans qui disaient ça me Oui, dérange pas ces planches, j'ai mal au dos. ouais, c'est ça. Donc oui, Mais du coup, elle a conclu, parce que je pense que notre réponse s'est croisée oui, oui, avec... je vois. et du coup, elle conclut qu'en fait, en effet, c'est pas le bon moment pour Oui, elle. en fait, faut le Voilà, faire c'est quand tout, on est il faut prêt le parce que savoir. Mais voilà, sinon c'est un échec. Enfin, c'est et un échec, du coup on s'en on ne le vit veut, pas voilà. bien, c'est ça, Donc complètement. c'est vraiment important de le faire Au en bon fonction moment, qu'on est quand prêt, c'est le quoi. bon Ouais. moment pour soi, en tout cas. C'est ça. Oui, oui. C'est ça. Du coup, les signes de fatigue, c'est vraiment hyper important avec un bébé parce que si on trouve le bon moment pour le coucher, et ben du coup, on favorise après un bon endormissement et une bonne mise en place du cycle. Donc sur des bébés où à chaque fois les endormissements ils durent 1 heure, c'est compliqué et tout, on va conseiller aux parents d'essayer d'observer les signes de fatigue du bébé pour essayer de le coucher dans les 15 minutes. Quitte, si on voit que les signes de fatigue, ils arrivent à 18h45, et ben on saute le bain, on Mm. fait le repas et on dort à 19h. Euh, et, euh, et éventuellement, le conseil qu'on a, c'est de noter, de faire un relevé, un agenda du sommeil, en fait. C'est-à-dire de noter sur un carnet, par exemple, il a dormi de telle heure à telle heure, il s'est réveillé au bout de temps, il était grognon, ou alors il était reposé. Un bébé qui dort 30 minutes et qui, quand il se réveille, il est reposé, et ben il est reposé, donc Mm. on continue, quoi, tout va bien. Donc, pour avoir des données objectives, de dire, voilà, sur la journée, il a dormi tant, quand je l'ai couché à 20h, j'ai mis 1 heure à l'endormir. Bah, demain, je vais essayer de le coucher à 19h45. Et je vais voir s'il s'endort mieux. Et puis la fois Ah oui, d'après, je le d'accord, ouais, tu coucherai te à 19h. décales. De décaler un peu pour voir à partir de quel Mm. moment c'est mieux. Et est-ce que, voilà, combien de temps il a mis pour s'endormir, combien de temps il a dormi derrière, qu'est-ce que j'avais fait. Voilà, c'est quelque chose qui permet de prendre un peu de recul et de voir ce qui va aider ou pas. Voilà, c'est vraiment un truc qui aide bien. Et dans les puéricultrices qui font des consultations sommeil, souvent, avant la première consultation, on demande aux parents pendant une semaine de faire ce petit relevé-là. D'accord. Et des fois, rien que de faire le relevé, Ouais, ça ça commence nous à permet changer les choses. de constater, ouais, c'est ça. Et ça modifie donc ça peut être pas mal de faire voilà. Un petit relevé, d'accord. Euh, Et je sais pas voilà. quelle heure il est, Marie, je sais pas où on en est. Il est moins 5.
Oh là Allez, là. on a encore 5-10 minutes à Allez, faire. 5-10 minutes. Est-ce que on parlerait pas un peu du retour à la maison et si toutefois, tu vois, il y avait des petites modifications parce que à l'hôpital, il y a des rythmes, il y a un environnement qui est différent. Donc à la maison, on a parlé de tout à l'heure de où est-ce qu'on pouvait faire dormir son bébé. Donc on a entendu qu'il y avait des recommandations jusqu'à 6 mois dans la chambre, c'était très bien. Enfin bon, C'est ça. la luminosité, évidemment, on en a beaucoup parlé aussi. Les signes de fatigue, tu viens d'en parler. Euh, euh, les prépas, c'est des enfants qui peuvent avoir des rendez-vous médicaux assez réguliers. Comment est-ce qu'on peut intégrer justement ces phases de sieste alors qu'on peut avoir pas mal de rendez-vous médicaux? Ou est-ce qu'il y a Alors, quelque chose à savoir ou... c'est là où ça va être compliqué, c'est qu'effectivement, il y a la vie idéale et il y a la vie réelle. Et donc, c'est compliqué en reprenant le travail, par exemple, à 3 mois, de réussir à respecter le rythme d'un bébé alors qu'on le récupère chez la nounou à 19. C'est-à-dire que j'avais une maman, elle s'était rendue compte que les signes de fatigue du bébé, il était à 18h30. 18h30, c'était dans la voiture, le chemin du retour, il s'endormait et on loupait le début de la nuit. En même temps, là, enfin, il y a des fois où on ne peut pas faire autrement. Donc on va essayer de faire au mieux en essayant de s'adapter, de trouver un rythme qui va correspondre et les rendez-vous médicaux. Et bah, du coup, quand ils sont tout petits, moi je préconise le portage en écharpe, il dort dans l'écharpe et puis on essaye de, voilà, au pire, il est réveillé, on essaye que le cycle suivant, il puisse dormir. En fait, il y a la réalité, c'est pareil, on va dire, on ne réveille pas un bébé qui dort. Bon, bah, ça dépend depuis combien de temps il dort. Parce que si tu dis à une maman de préma, on ne réveille pas un bébé qui dort et qu'elle le réveille que toutes les 6 heures, il va téter que 4 fois par jour et là, on est très embêté pour la prise de poids. Du coup, effectivement, il peut dormir 5 heures de suite parce que c'est la nuit, par exemple. Mais si dans la journée, il continue à téter toutes les 3 heures. Ça veut dire qu'on va regarder pareil sur la journée sur les combien de temps il 24 dort heures, 6 heures toujours. de Hein. suite. Ouais. Voilà. Donc on va regarder ça. Après, une maman où on dit faut laisser dormir votre bébé, bah ouais, mais il y a le grand à aller chercher à l'école. C'est ça. Donc je fais comment? Parce que je me suis rendu compte qu'il s'endort tout le temps à 4 heures et il faut que je parte à 4h15. Bah, dans ce cas-là, éventuellement, endormez-le dans la poussette ou endormez-le en écharpe de portage et comme ça vous partez après à l'école, le bébé il dort et vous arrivez à peu près à couper la poire en deux, mais c'est très très compliqué de réussir à respecter les besoins Oui, de tout le monde. C'est vraiment pas évident. Je vois qu'il y a une question d'une maman qui disait mon petit à 31 s'endort oui, difficilement ça donne. quand il se retourne sur le ventre. Alors du coup, je ne sais pas quel âge il a, mais s'il se retourne sur le ventre, il doit avoir quand même quelques mois. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de bébés qui arrivent à se retourner sur le ventre et puis après, ça les fatigue, ils n'arrivent pas à se retourner sur le dos. Moi, ce que je vous conseille, c'est sur des moments d'éveil, de faire des petits jeux avec lui sur le tapis où on va lui montrer justement, on va l'accompagner dans le mouvement pour lui apprendre et lui montrer le chemin pour changer. Donc quand ils sont sur le dos, généralement, on propose de remonter la jambe, on remonte un peu le genou et on fait un peu comme la position de PLS, on amorce une espèce de torsion et comme ça le bébé voit que ça l'enroule et qu'il peut tourner sur le ventre. Et bien inversement, quand il est sur le ventre, on va lui montrer qu'il peut mettre le bras devant et on va l'inviter, nous, à tourner sur le dos. Et comme ça, à force de jouer sous forme de jeu, il ne faut pas le forcer. En fait, on propose le mouvement, on l'anticipe pour que le bébé l'apprenne, enfin trouve le chemin, c'est comme si vous montriez le chemin. Et à force de le faire sous forme de jeu, petit à petit, il va lui aussi apprendre à le faire et réussir à se retourner. Donc effectivement, les couchages, c'est le dos. Après, à partir du moment que les bébés sont capables de se retourner d'eux-mêmes, alors quand on est un peu embêté quand ils ont 4 mois et qu'ils se mettent sur le ventre, donc généralement on dit aux mamans, essayez de les remettre sur le dos pendant qu'ils dorment, donc des fois ça les réveille, des fois ça marche. Et puis il y en a certains, dès qu'on les met sur le dos, ils se remettent sur le ventre. Bon, c'est qu'ils sont capables après, plus ou moins, de se retourner, de faire dégager la tête. Donc, la on n'est rotation. plus dans les mêmes risques que le tout petit. 5 mois d'âge corrigé, le bébé. D'accord, ok. Donc, effectivement, un petit peu de sport sur le tapis d'éveil pour lui montrer comment il pourrait après trouver par lui-même. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut qu'il trouve par lui-même pour être capable de le refaire après. Donc ça, c'est... Ouais, c'est ça, c'est vraiment les petits exercices pendant la journée. Mais c'est génial s'il arrive à se mettre sur le ventre déjà tout seul. C'est ça, il est tonique, il est tonique. Donc oui, voilà, il faut réussir à gérer le quotidien avec les besoins de sommeil de l'enfant. Alors, il n'y a pas de dette de sommeil, vraiment, les bébés, pour une vraie grosse dette de sommeil, on est sur des gros problèmes d'hospitalisation, de pathologie, voilà.
Il faut regarder par rapport à son enfant si ça a des répercussions, par rapport à son rythme de sommeil, et puis s'adapter à lui, les petits, les gros dormeurs. Et puis surtout, ça peut changer. Ça veut dire que c'est ça aussi l'information importante, c'est qu'en fait le sommeil c'est que des montagnes russes tout le temps. Donc un bébé peut très très bien dormir et après ce soit la cata, puis se remettre à dormir et puis voilà. Et puis après quand ils grandissent, il y a toujours d'autres choses qui vont faire qu'il y aura peut-être des cauchemars et puis qu'il y aura les dents qui poussent. Et puis, il y a toujours des voilà. Et puis après ils sont adolescents et ils se couchent plus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un gros sujet le sommeil en fait, hein, vraiment. Et j'ai quelqu'un qui me disait et après c'est toi qui es vieille et tu dors moins bien. Et tu dors moins bien, c'est ça.